Bonjour, bienvenue à Aime l'été. Ici Chantal Lavoie, jeudi 25 juillet. Quel plaisir de vous retrouver. Je rappelle que nous sommes là tous les jours entre midi et 13h tout au long de la saison estivale. Une autre émission fort intéressante. On va s'intéresser à la forêt et aux espèces indigènes. Ces forêts qui recouvraient le territoire du Québec et les rives du Saint-Laurent au moment où les colons français sont débarqués. Et parlant de l'époque de la Nouvelle-France, de nombreuses activités vous attendent prochainement dans la capitale nationale. Aussi, un beau défi s'ouvre aux personnes ayant une limitation fonctionnelle grâce à une belle équipe de bénévoles et l'autocueillette, une activité très prisée des Québécois. On vous fait découvrir une ferme très particulière dirigée par un agriculteur non moins particulier. Je vous propose de nous suivre au cours de la prochaine heure. Voici Aime l'été. Nos sujets aujourd'hui, on vous invite à vous plonger dans cette ambiance historique et festive que sont les fêtes de la Nouvelle-France à Québec. Du 1er au 4 août, ce sera la 27e édition. On en discute avec Jérôme Deschênes, directeur de la programmation. On va également accueillir Benoît Pellerin, qui est un agriculteur non-voyant, qui a démarré la culture de camerise à la ferme familiale Missouri de Bécancour. Et puis un autre beau projet, la 5e édition du défi Everest Orford, une expérience humaine et sportive inclusive. On va recevoir Fernand Courchaine pour nous expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, on va discuter avec Charles Lucier, géographe botaniste qui tente de préserver notre patrimoine forestier en plantant des arbres. Alors, tout un menu à Aime l'été. Je disais 25 juillet. Qu'est-ce que c'est que le 25 juillet? Le 25 juillet, en fait, c'est le Noël des campeurs. Alors, joyeux Noël à tous les gens qui font du camping. Mais est-ce que tu sais d'où ça vient, toi, le Noël des campeurs? Ben, pas vraiment, là. Écoute. Alors, écoute, l'origine remonte en fait, on disait qu'en 1960, c'est au domaine de Rouville. C'est un camping qui est situé à Saint-Jean-Baptiste, en Montérégie, qui a mis ça. En fait, on s'obstine un peu comme l'histoire de la poutine. On s'obstine à quelle région a créé le Noël des campeurs. Mais en fait, l'origine remonte à bien plus loin qu'en 1960. Alors, tu sais, il y a longtemps, à l'époque, les familles québécoises étaient nombreuses. Les moyens de transport étaient moins adaptés. Alors, comme ils étaient incapables de se réunir le 25 décembre, souvent pour des raisons météorologiques ou autres, les familles profitaient des 2 semaines des vacances de la construction pour se réunir et se rassembler sur des grands terrains à la campagne. Puis là, il y avait des repas copieux, puis là, pas de tempête de neige. Puis là, les gens se remettaient les cadeaux parce qu'ils n'avaient pas pu se les remettre à Noël et tout ça. Et puis là, les gens, comme ça prenait de l'ampleur, puis c'était sur des terrains en campagne, les gens se montaient des petites tentes. Et puis là, à force de monter des tentes, est né des campings. Exactement. Puis là, le Noël des campeurs est arrivé. Alors, joyeux Noël des campeurs à tous. D'accord. Ça veut dire qu'on est à 6 mois de Noël. C'est toujours, il y a toujours ça une façon de souligner. Ouais, ça, je veux pas y penser. C'est moins intéressant. Alors, on reçoit Charles Lucier, qui est géographe botaniste, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors là, on va parler, évidemment, avec vous d'essence d'arbres indigènes et on va parler de votre passion pour les arbres. En fait, on vous surnomme, au fond, l'homme qui plantait des arbres, parce que des arbres rares. Oui. Vous n'êtes pas sûr? C'est-à-dire que quand les gens disent l'homme qui plantait des arbres, j'ai des collègues qui plantent pas mal plus d'arbres que moi, mais j'ai choisi un créneau un peu plus rare, justement. Je travaille sur les arbres rares du Québec, du sud du Québec, depuis plus de 20 ans, parce que... Alors voilà. Parce que je disais que, évidemment, tout le long du Saint-Laurent, c'est ça, à l'époque, parce qu'on va parler des fêtes de la Nouvelle-France, à l'époque, justement, où les colons débarquent, tous ces terres-là sont boisées. Et puis, on a, avec le temps, perdu ces espèces indigènes. Oui, totalement. Puis, il faut comprendre que il y a certaines espèces qui, avant même l'arrivée des Européens, étaient quand même avaient un caractère plus rare par ce qu'ils sont comme au niveau reproduction, tout ça. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est des espèces comme le chêne blanc, qui est aujourd'hui pas extrêmement rare, mais on a carrément
perdu nos grandes chênaies blanches de la vallée de l'Outaouais, du Richelieu et de la vallée du Saint-Laurent, et aussi d'autres espèces. Là. Donc oui, ce qui est sûr, c'est que, puis aussi avec l'agriculture, on fait juste regarder une carte, une photo aérienne du sud du Québec. Donc voilà, c'est devenu on a des perdu terres. un patrimoine forestier. Ouais. Exactement. Quelles sont ces espèces rares, tout particulièrement? Il y a justement des degrés de rareté. Dans les plus rares, donc ceux qui souvent naturellement étaient déjà rares, aujourd'hui on a l'orme de Thomas ou l'orme liège. On a 3 espèces d'ormes au Québec, l'orme blanc d'Amérique rouge, et l'orme de Thomas, lui, a déjà un type d'habitat précis. Donc lui, sauf qu'aujourd'hui, il est vraiment très rare. On parle de 2500 tiges, qui est dans à peu près un des arbres les plus rares, indigènes. Toujours, on parle des arbres indigènes, bien sûr. C'est ça. Ensuite, on a le pin rigide. Lui, c'est un arbre très confiné. Fait que c'est 2 petites colonies. C'est un peu particulier. Mais après ça, on tombe dans des espèces comme le carrier ovale. On a 2 espèces de carrier. Le carrier cordiforme, qui est assez abondant. Montréal et sa région est dans l'érablière à carrier cordiforme. Donc, il y en a quand même. Et le carrier ovale, son frère, si on peut dire, plus rare et souvent, c'est que ça va avec l'habitat. Carrier ovale, c'est des arbres qu'on va trouver surtout en rive. Donc, déjà, on limite l'habitat. Dans les mêmes types d'arbres, dans le même degré, plus ou moins, un peu plus rare, le chêne bicolore. On a 4 chênes indigènes, mais le bicolore, sauf erreur, là, je donne des fois un petit peu, si on parle de même pas 50 colonies naturelles dans le sud du Québec, là, et je pense que des collègues botanistes me disaient que des fois, il y en a que ça fait longtemps qu'on est allé visiter, donc peut-être aujourd'hui, c'est un développement immobilier. C'est ça aussi. Ah, oui, donc, la pression actuelle... Elle est très forte. Ouais. Oui, puis on est dans le sud du Québec, à moitié, je pense, plus de 50% des gens y habitent. Exact. L'agriculture, ça s'en va pas comme on dit, en rétri... On continue de prendre l'espace. Oui, c'est ça. Même... Un autre rapidement, l'érable noir. Ça, c'est un peu plus fréquent, mais quand même de la région de Montréal, qu'on connaît moins. C'est ça. Génévrier de Virginie, 2-3 colonies dans tout le sud du Québec. Puis après ça, c'est plus dans la région de Pontiac, au nord-ouest du Terre. Et un dernier, peut-être, excusez-moi, je vais finir ma liste. Oui, tout à fait. Le micocoulier occidental, qui est encore une fois pas... Il était classé rare et il est plus classé parce qu'il y a un système de classement au niveau gouvernement. Donc quand même, voilà. Et puis en fait, ce sont des espèces qui peuvent vivre très bien justement dans nos régions. Et vous parliez du chêne bicolore quand même, son espérance de vie dépasse les 300 ans. Alors quand on pense que quand ces arbres-là disparaissent, c'est tout un patrimoine qui disparaît aussi. Oui, et c'est là, comme on dit, la nature de mon travail, et concrètement, premièrement, quand on se promène dans ces forêts-là, parce qu'il y en a, c'est de toute beauté, et on voit aussi, et puis c'est quand même là, c'est notre patrimoine naturel forestier. Ouais. Et donc c'est ça. Votre question était donc... Non, je disais que quand ces arbres-là ont une espérance de vie de 300 ans, quand ils disparaissent, quand on les coupe, c'est tout un patrimoine qui disparaît avec. Et puis toutes nos forêts vierges, là, bien sûr, qui protègent des habitats aussi pour la faune, la biodiversité, c'est évidemment une lutte de tous les instants parce qu'évidemment, la compétition est forte. Oui, on parle de zones minières, on parle que ça peut être toutes sortes de choses. Il y a les feux de forêt également. Comme l'an passé, ça a été évidemment des feux records. Ça, c'est quelque chose aussi. Ouais. Je vous arrête parce que là, on est dans le sud du Québec, donc il y a des menaces qui existent. Ouais. Il n'y a pas de feux de forêt associés à ces forêts-là, ou très peu, parce qu'on est vraiment dans des sols déjà humides parfois, et aussi avant tout, on est dans la forêt de feuillus, donc on n'est pas au nord de Mont-Laurier, etc. Donc ça, ce niveau-là, ça va. C'est vraiment plus les activités humaines, et aussi, des fois, ça va être la méconnaissance. Quelqu'un va arriver, va dire « Ah, c'est du chêne à gros fruits », puis il va te mettre la chaîne ça là-dedans, mais c'était une belle talle de chêne bicolore. Et aussi, donc, c'est ça. Et 300 ans, il faut parler que c'est certains individus, parce que c'est les grandes longévités. Oui. Mais c'est surtout ce qui est important de retenir, c'est un arbre de 75, 100 ans, 60, 75, ce sont des grands semenciers.
Et donc, il faut voir, surtout ça, quand que moi je vois une colonie, c'est, ici, c'est comme on dit, ça produit, tu sais. Donc, des semences pour la suite. Et pour répondre un peu à votre question, ce qui est intéressant, parce que je suis loin d'être le seul là, qui participe un peu à cette réintroduction, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts et actuellement, depuis moins de 10 ans, c'est très dynamique en termes de conservation, achat de propriétés classées justement. Il y a l'organisme Conservation de la nature du Canada, qui est, je pense, sauf erreur, le plus grand acheteur de terre au Canada, là, toutes disciplines confondues, achète des terrains stratégiques dans le sens, suite à le passage d'experts, on va dire ça, ce lot-là, on achète ça parce que pour justement pérenniser ce patrimoine-là. Oui. Fait qu'il y a quand même, je vais vous dire, il y a du travail qui se fait fait quand même bien, là. Ouais. Ça va bien, ouais. Mais dans un sens. Ouais. Monsieur Lucien, j'ai envie de parler un peu de vous. Quand on parle d'une passion, d'un métier aussi défini ou pointu que le vôtre, il est né comment? Il est né où, cet intérêt-là, pour vous? Bonne question. Je viens d'une ville du sud de Montréal en pleine basse terre, des sols très riches. Je viens de Saint-Lambert. Dans le temps, c'était une autre ville qu'aujourd'hui dans un sens. Sans aller plus loin. Et c'est une ville avec des beaux grands arbres. Fait que il y a ça. Puis j'ai travaillé à la voirie dans un parc. Puis j'étais à la division horticole. Puis après ça, donc moi j'ai fait un bac en géographie avec l'option vraiment, c'était pas botanique, géomorphologie, sciences des sols. Donc, et ensuite aussi, dans ma jeunesse, moi, j'ai été élevé dans le nord au début, puis maintenant, on a transféré d'un canton de l'Est, là, et on allait au village en chaloupe, comme certaines. Et donc, juste se promener dans les rivières, moi, j'ai pas le choix. Je travaille en agroforesterie riveraine, donc jusqu'à ma mort, m'avoir un pied dans l'eau puis un pied sur C'est ça. Oui, parce que l'agroforesterie, parlez-nous-en un petit peu, c'est très intéressant là quand même, parce que, évidemment, agro, on parle d'agriculture, puis de forêt. En fait, on combine maintenant le plus possible les deux. Très important. Exactement. Ouais. Ça, c'est comme on dit, encore une fois, jusqu'à ma mort, parce que c'est fascinant, parce que je dis toujours, il y a 150 ans et plus de connaissances en agronomie et en foresterie. Ça fait longtemps que l'être humain veut augmenter ses rendements. L'agroforesterie s'est débarqué au Québec en 1987 avec un monsieur, il était deux géographes, un ingénieur forestier, André Vézina, qui est le père de l'agroforesterie que je salue, qui est dans la région de la Pocatière. Et donc, de là, il y a le ministère, le MAPAC, voyait que, on avait déboisé, puis là, tranquillement, ils sont allés voir en Europe, aux États-Unis, puis on a parti vraiment la machine, planter des arbres, surtout des haies brise-vent. Oui, très Et donc, important, ça. est né tranquillement l'agroforesterie, donc la culture, la production agricole avec une présence d'arbres, surtout en haies, le long des champs. Et au début, mais maintenant, on est rendu plus, et c'est une nouvelle science qui est fascinante, parce qu'on connaissait beaucoup les forêts, la dynamique, les insectes, les maladies, etc. La ligne d'arbres dans une étendue de maïs et de soya, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Et moi, j'ai commencé comme praticien, et je le suis encore, j'ai une entreprise, et juste par observation, j'ai dit attention, il se passe de quoi ici? Là? Des fois, des murs de coccinelle au mois d'août, j'ai vu des haies rouges. Et je ne suis pas agronome pour 2 sous, mais j'ai dit, OK, il se passe de quoi? Et de là, j'ai pris contact avec des collègues, puis on était une dizaine dans le temps. Et donc, voilà. Et je fais aussi de la recherche parce que c'est trop fascinant. Et concrètement, le volet recherche, quand la recherche s'installe dans une discipline, c'est que là, il y a matière. Puis, il y a matière, ça évolue assez rapidement après ça, parce qu'évidemment, on maximise évidemment à la fois les rendements en agriculture avec la foresterie. Enfin, vous parlez des haies brise-vent, très intéressant aussi par rapport à même au niveau de l'érosion des terres. Alors, il y a vraiment plein de choses. Et puis même, en fait, là, évidemment, c'est sûr qu'on pourrait en parler des heures parce que c'est un sujet très intéressant.
intéressant. Mais vous Des semaines. Oui, c'est ça. Vous incitez beaucoup les gens aussi à planter sur leur terrain des espèces plus rares. Là, vous parliez du chêne bicolore. Ben, je ne sais pas si mes chiffres sont... enfin, évidemment, on pouvait avoir quand même, je ne sais pas s'il n'y a pas longtemps, là, un arbre, un chêne bicolore là, à 100 pièce peut-être. Alors, ça peut être intéressant. Écoutez, ça, ce prix-là, c'était le prix horticole d'un arbre de 2 mètres, 3 mètres. Oui, c'est ça, petit. Mais vous pouvez très bien en avoir un par la poste à 2 $. Mais il va avoir 50 cm de haut. Bon, ben c'est ça. Si les jeunes couples là, de 22 ans viennent de leur acheter leur maison, bien que maintenant... Oui, mais il faut se donner une chance. Là. Si on peut peut-être le partir un peu plus gros. Il y en a pour tous les budgets. Il y en a concrètement à 8 $ qui ont 1 mètre, des fois 1 mètre et quelques. Puis là, dans 3 ans, vous avez un bel arbre. Fait que ça, c'est un prix genre de luxe, là, des fois les gros arbres qu'on se fait transplanter puis qu'on se fait livrer là, avec une grosse motte de terre. Mais en tout cas, vous êtes optimiste quant à l'avenir, mais il y a du travail et puis bon, je pense que les gouvernements sont quand même sensibilisés. Oui. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a vraiment des gens, de grands spécialistes qui surveillent évidemment l'évolution de ce qui se passe. Et puis, bon, ben, c'est quand même rassurant parce que, évidemment, puis c'est sûr que là, évidemment, comme vous dites, c'est des terres qui sont plus au sud du Québec. Là, on ne parle pas de tout ce qui se passe plus au nord, évidemment. Tantôt, je parlais d'industrie minière, mais évidemment, il y a tout le déboisement qui se fait, bon, pour le bois, pour récolter le bois. Enfin, il y a toutes sortes de façons de faire. Mais, enfin, plus près de nous, c'est ça. L'agroforesterie, c'est quelque chose vraiment qui se développe. Alors, vraiment très intéressant d'être venu nous en parler. Mon grand plaisir. Oui. Monsieur Lucier, continuez, Charles Lucier, de planter des arbres. Je pense que vous en plantez au moins 4000 par année, ça se peut-tu? Non, ça, c'est un planteur très bon en plante 4000. Moi, c'est que ma marque de commerce, moi, j'en plante vous avez une moins entreprise. Non, 4000, 4, 6, 7000, ça dépend des années. D'accord. Et par contre, moi, c'est ma marque de commerce, c'est parce qu'on est dans le sud du Québec, c'est l'entretien, c'est la plantation et le suivi. Parce que c'est toujours beau de planter avec la première page du journal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 25 ans plus tard, sont encore là. Puis, tu sais, on a planté 1000, sont-tu les 1000? Donc, je assure un entretien et la recherche, tout ça. Fait que je suis pas axé sur le volume, la quantité, mais sur, qualité et suivi et acquisition de connaissances. Charles Lucier, botaniste géographe ou géographe botaniste, c'est selon. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bon été à vous. Bonne journée. Au revoir. Chantal, tu sais qu'on a fait un lien tantôt, c'est Noël. Oui. Alors, la culture des arbres de Noël, il y a 270 entreprises au Québec. Non, mais c'est fou. Ouais. Puis savais-tu que je sais pas si on les trouve autant le 25 juillet, mais je sais pas. Mais écoute, on les exporte partout, beaucoup aux États-Unis. On en exporte même jusqu'en Thaïlande. Ah ben, dis donc. Alors écoute, on a plein de... C'est toute une autre industrie, ça. Ouais. Alors ben, on s'arrête le temps d'une pause et on repart avec notre autre invité, un beau défi qui est en fait le défi Everest Orford. On en parle tout de suite après la pause. Et on accueille Fernand Courchaine pour nous parler de ce défi Everest Orford qui se tiendra en septembre, mais on s'y prépare parce que oui, c'est quand même, ça nécessite une certaine mise en forme. La 5e édition du défi Everest Orford. Donc, bonjour, Monsieur Courchaine. Oui, bonjour. Alors, c'est la 5e édition. Alors, vous êtes, tout est bien rodé, j'imagine? Oui, de plus en plus, je dirais que d'année en année, on perfectionne le défi, on se professionnalise aussi. Donc, ouais. On a chaque année, je dis tout le temps, wow, c'est la plus belle édition cette année, mais je pense que cette année va être encore une plus belle édition que la dernière. C'est ça. Donc, ce sont des équipes de randonneurs bénévoles qui vont permettre à des personnes ayant une limitation fonctionnelle de gravir le mont Orford. Alors ça, vraiment, ça permet à ces gens-là de pouvoir faire de la montagne, autrement dit. Oui, absolument. Donc, c'est ça, on est avec des équipements spécialisés tels que la Joëlette ou un Track Z. On permet en équipe de 6
Ça dépend. Là, quand c'est une zoélette, on a des équipes de 6 randonneurs, randonneuses, et pour le Track Z, 4. Donc, ça permet à des personnes de faire l'ascension de la montagne, soit en ne fournissant pas d'effort, soit en fournissant un effort avec le Track Z, avec les bras, pour ceux et celles qui sont capables de le faire. Ouais. Donc, ça rend accessible la montagne, puis c'est une activité vraiment communautaire en même temps. Hein? Ça tisse des liens, puis voilà, ça permet à tout ce beau monde-là d'être heureux rendu en haut de la montagne, puis les uns, parce que parfois, c'est la première fois ont l'occasion d'aller au sommet d'une montagne. Puis mais oui, puis en plus de profiter oui. d'une vue magnifique, enfin quelque chose qui n'est pas nécessairement accessible à tous, c'est un privilège de pouvoir finalement y être au sommet de la montagne. Absolument. Moi, un de mes dictons, c'est de rendre l'inaccessible accessible. Donc, c'est ça qu'on fait au Montford. En fait, il y a le télésiège, mais c'est vraiment pas la même expérience. C'est pas la même expérience, pas du tout. Il y a ma collègue qui a une question pour vous. Maintenant, pourquoi vous l'appelez Everest Harford? Oui, ben ça, c'est parti il y a 5 ans d'un défi personnel que je m'étais lancé. Je connais votre défi. Oui, c'est quelque chose, ça. Oui, c'est ça. C'est de faire l'équivalent, pour moi, là, c'est de faire l'équivalent du dénivelé du Mont Everest, mais au Montford. Mm-hmm. Et ça, ça correspond à 19 ascensions. Hey, c'est quelque chose. Puis vous faites ça en combien de temps? Bon, on fait ça en un petit peu plus de 3 jours là. Cette année. Là, ça va être sur 75 heures. Oh, c'est quelque chose. Hey, ça veut dire que finalement, pas besoin d'aller bien loin pour faire l'Everest. ça nous donne des idées. Ben oui. Écoutez, c'est vraiment quelque chose. Donc, puis en même temps, c'est parce que vous ramassez des fonds. Oui, oui, absolument. Pour une deuxième année consécutive, là, le défi Everest Harford est associé au Altergo, qui ont le défi sportif Altergo, si vous les connaissez sûrement. Oui. Voilà, c'est ça qui sont situés à Montréal, puis qui ont qui réalise le plus grand défi sportif pour les personnes avec limitation fonctionnelle au Canada. Je suis vraiment très, très fier d'être associé avec eux. Et ça se fait quand, ce grand défi-là? Ça, généralement, c'est fin avril. Ils ont eu leur 41e édition fin avril dernier. Et puis voilà, ça fait 41 ans que dure cette belle aventure. Et puis, c'est merveilleux. En tout, c'est plus de 6000 athlètes qu'ils accueillent là, avec limitation fonctionnelle. Donc, de tous les âges, là, du niveau scolaire, primaire, secondaire, mais aussi des adultes. Et puis, on mène des compétitions là, de niveau international à travers ça. C'est vraiment un bel événement. C'est ça. Et puis, c'est de plus en plus populaire, je pense, hein, en fait, pour ce qui est de faire ce genre disons, de bénévolat, c'est-à-dire que d'amener des gens qui ont des limitations fonctionnelles comme ça au sommet des montagnes ou enfin, je pense à la Joëlette, ce fauteuil. Parlez-nous-en de ce fauteuil tout-terrain, là, monoroue, qui permet justement la pratique d'une randonnée comme ça. Oui, en fait, c'est un fauteuil qui est fabriqué en Europe. Donc, ils ont peut-être une petite longueur d'avance sur nous en Europe, là, à point de vue adaptation puis inclusion des personnes avec limitation. Donc, c'est vraiment un bel appareil. Là. C'est ça, comme ça, il y a une roue. Il y a juste une roue parce qu'avec juste une roue en dessous, ça nous permet de se faufiler entre les roches, entre les racines, puis tout ça, dans les sentiers plus difficiles. Là, c'est pas le cas au Montford. Là. C'est pas ratineux le sentier qu'on prend est rocheux, mais sur d'autres sentiers, là, c'est vraiment adapté à ça. Donc, on a une personne en avant qui prend il y a une personne en avant, une personne à l'arrière, puis on peut mettre des personnes aussi de chaque côté pour maintenir l'équilibre aussi. Ça dépend du niveau de défi. Là. 2 personnes, c'est assez, on va dire, sur le plat. Mais en montée comme ça, là, si je veux que les gens reviennent l'année suivante, c'est pour ça qu'on est 6. Là. Non, c'est ça. Puis l'autre, le fauteuil de randonnée Trax Mobilité, qu'est-ce que c'est, sa particularité? Oui, c'est comme un fauteuil roulant, en fait, mais à 3 roues et renforcé, qui est vraiment adapté là pour les sentiers en forêt, je dirais, puis tout ça. Donc, ça permet, puis c'est fabriqué au Québec aussi, là, fait que ça, c'est très bien. Donc, c'est ça. Sauf que la différence, c'est qu'avec la Joëlette, la personne ne peut pas fournir d'efforts elle-même, donc c'est pas fabriqué, c'est pas conçu comme ça. Et avec le Track Z, si la personne a des bons bras, là, elle peut contribuer à l'effort. Donc, nous, ce qu'on fait comme bénévole, l'équipe de bénévoles, ce qu'elle fait, on est là pour la sécurité, bien sûr. Donc, la personne ne pourra pas reculer quand elle monte. Là. Puis, en même temps, on fournit la part d'effort que la personne
ne fournit pas ou qu'elle veut qu'on fournisse. Là, on peut s'adapter à chaque niveau de défi, là. D'accord. Et puis, on parle évidemment, je sais qu'en Europe, là, c'est vraiment, on organise même des championnats de Joëlette, c'est tout dire. Et puis, il y a aussi, je pense que j'ai lu à quelque part, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, mais en fait, que le parc régional des Chutes Mont-à-Peine avait acquis, justement, en fait, a été le premier parc régional du Québec à avoir acquis une Joëlette, justement. Alors, ça veut dire qu'ils peuvent donner accès à ce genre d'équipement aussi aux personnes à mobilité réduite? Oui, je les connais moins, mais je pense que vous avez raison. Mais moi, je suis en contact aussi avec le parc d'environnement naturel de Sutton qui ont fait l'acquisition d'une Joëlette l'année passée. Et puis, bon, comme j'étais un petit peu connu, ils m'ont invité, puis on a fait l'inauguration de cela. Oui. Donc, il y a aussi une possibilité là dans le parc d'environnement naturel de Sutton. Et il y a de plus en plus de parcs et de montagnes, je dirais, qui font l'acquisition de ces équipements-là. Et c'est excellent. C'est une excellente nouvelle là pour l'accessibilité. Même le Montford, en fait, on fait une acquisition d'une Joëlette dernièrement. Bon, parfait. On l'a dit, vous avancez des fonds. Si les gens veulent contribuer, de quelle façon ils procèdent? En fait, c'est quand même relativement facile. Si vous faites défi Everest Harford là, sur Google, là, vous allez probablement tomber sur la page du défi Everest Harford, mais à l'intérieur du site Internet là, d'Altergo. Fait que là, c'est possible soit de donner, soit de s'inscrire pour le défi. Mm-hmm. Alors, tout le monde est bienvenu, tant pour les participants avec limitation que pour les gens qui voudraient vivre une expérience sportive vraiment unique, mais aussi, d'abord et avant tout, c'est une expérience humaine incroyable. Moi, je pense que tout le monde devrait vivre ça au moins une fois dans leur vie. Là. Donc, les gens peuvent s'inscrire encore? Oui, absolument. Génial. Là, dans 7 semaines environ. Fait qu'il reste encore des places. Puis même s'il n'y aurait plus de place, il ne faut pas s'en faire. Je peux créer des nouvelles places horaires. Je peux créer des nouvelles équipes. Là. Il y a de plus en plus de gens qui participent, qui nous ont prêté de l'équipement. Fait que c'est pas l'équipement qui manque, là, c'est la bonne volonté des gens de venir nous accompagner puis de vivre cette expérience inoubliable avec nous. C'est ça. Bon, ça peut être même pour des gens plus âgés, mais pas dans le cas nécessairement de votre événement, mais enfin, en d'autres temps. Du 19 au 22 septembre, c'est la 5e édition du défi Everest Harford. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Monsieur Courchane. Et puis, je vous souhaite un bon été et puis bonne préparation pour ce bel événement. Oui, et tout à fait. Et c'est très inclusif. On a parfois des adolescents jusqu'à des personnes de 90 ans qui vont venir aussi cette année. On adapte l'activité selon la condition de la personne aussi. On s'arrête pour une pause. Merci beaucoup encore une fois, Fernand Courchane. Et puis, au plaisir. Et quant à nous, on revient dans quelques instants après la pause. Vous écoutez Aime l'été. Alors, Aime l'été, deuxième moitié d'heure. Et on va accueillir maintenant, Benoît Pellerin, qui est un agriculteur non-voyant qui a démarré la culture de camerise à la ferme familiale Missouri de Bécancour. Bonjour à vous. Oui, allô? Eh bien, évidemment, comment ça se passe chez vous? Il fait beau aujourd'hui? Oui, dans le fond, c'est ça. Là, hier, on a eu une bonne pluie, ça fait du bien pour les cultures. Oui, ça aujourd'hui, il fait beau. Mais là, on commence à respirer un petit peu. Là. Les récoltes sont terminées. Puis on est capable d'avoir des semaines qui ressemblent un peu plus à des semaines normales. Là. Ça fait du bien. Oui. Écoutez, on va parler de vous, de votre beau projet qui a commencé, il y a à peu près plusieurs années quand même. Alors, vous en êtes à votre... ça fait combien de temps déjà? 6 ans, je pense. Ça fait 5 ans. Ouais. Okay. On a planté à l'automne 2019. Et puis là, dans le fond, là, c'était les années d'implantation. Fait que c'était beaucoup de travail au début. Puis on a fait notre première récolte là, il y a 3 ans. C'était notre 3e année de récolte cette année. Donc, c'est à partir de la ferme de vos parents. Comme on dit, vous êtes non-voyant. Et puis finalement, vous avez décidé de dire, moi, je serai bien servi par moi-même et je vais me bâtir un avenir professionnel, finalement, adapté à votre limitation. Dans un créneau, d'ailleurs, très niché, la production de camerise. Et là, parlez-moi de la camerise. Oui, c'est ça. Je pense que vous l'avez bien résumé, là. C'est ça. Puis la camerise, c'est un petit fruit qui vient du chèvrefeuille. Et puis c'est normal que les gens en aient pas entendu parler beaucoup là jusqu'à maintenant parce que ça fait pas des années que ça existe.
Dans le fond, le chèvrefeuille, ça pousse à l'état sauvage dans tous les pays nordiques. Le Canada, la Russie, la Sibérie, le Japon, les îles du Pacifique. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont hybridé différentes variétés de chèvrefeuille pour créer la camerise, créer un fruit qui était bon au goût. Puis c'est comme ça que la camerise est née. Puis les premiers plants de camerise au Québec ont été plantés en 2006 ou en 2007. Donc ça fait pas des années. Mais ça gagne beaucoup en popularité. Donc vous êtes un des rares à cultiver la camerise. Je parle pas à travers mon chapeau, mais je pense qu'on est environ 200 producteurs là, à travers la province. Mm-hmm. Puis le Québec est un des gros producteurs mondiaux de camerise. Wow. Vous êtes situé à Bécancour, hein? Oui, exactement. Okay. Et puis, je sais que, la ferme, on peut faire de l'autocueillette notamment. Mais est-ce qu'on peut faire de l'autocueillette de camerise précisément? Oui, c'est ça, exactement. Parce que dans le fond, la camerise, là, c'est un petit fruit, ça ressemble à un genre de bleuet allongé. Puis le goût, c'est un mélange entre le bleuet, la framboise, le cassis. Donc, c'est un petit fruit qui se porte très, très bien à l'autocueillette, puis qui est vraiment à son meilleur frais, là, directement dans le plant. Puis l'autocueillette, c'est parfait parce que ça reste un petit fruit qui est assez fragile, donc on ne peut pas le récolter plusieurs jours d'avance. C'est ça. Directement, l'autocueillette, c'est vraiment la meilleure méthode là, pour découvrir ce petit fruit-là. Alors, vous êtes en même temps une entreprise agro-touristique. Écoutez, vous vous êtes développé cette culture-là justement parce que vous étiez capable de vous en occuper vous-même, là, parce que, vous voyez quand même un peu, vous distinguez les formes, vous voyez le mouvement quand même, je pense, mais vous voyez pas plus loin que votre bras, hein, je pense? Oui, c'est ça. Dans le fond, là, je distingue les formes, mais moi, je fais beaucoup de photophobie qui appelle. Donc, ça me prend des lunettes de soleil, puis la lumière m'incommode beaucoup. Ouais. Et puis, j'ai quelque chose qui s'appelle achromatopsie congénitale. En tout cas, c'est un gros nom, là, mais ça fait que je vois pas les couleurs, puis tout est en nuances de gris, puis la lumière m'incommode beaucoup. Ça, c'est combiné avec une grosse myopie. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de toutes sortes de lunettes là, pour m'aider. Oui, surtout pour travailler à l'extérieur, imaginez, au gros soleil. Exactement. Fait que dans le fond, là, quand je vois les formes, je vois des silhouettes. Mais tu sais, si je croise mes parents dans la rue, il faut que les gens me parlent pour que je les reconnaisse. Je comprends. Je suis capable de faire du vélo, je suis capable de me promener avec mon quart de golf, mon petit tracteur. Mais je peux pas distinguer là, les détails. Là. C'est ça. Et ce qui est intéressant avec la camerise, en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de trop de personnel, là, justement, pour vous en occuper. Vous pouvez pratiquement vous en occuper vous-même, ou enfin, du moins, c'est une équipe réduite. Oui, c'est ça. Mais on va quand même mettre des petits guillemets dans le sens que tout au long de l'année, je suis relativement capable de m'en occuper tout seul, mais pendant les récoltes, il y a trop d'ouvrages là. Fait que là j'ai besoin de la famille, j'engage des gens aussi pendant le mois des récoltes. Fait que je profite pour engager les gens pour faire les tâches où moi j'ai plus de difficultés. Comme mettons quand on cueille les camerises fraîches dans les petits paniers qu'on vend frais, tout est cueilli à la main, c'est pas à la machine. Fait que c'est pour ça que j'engage. Parce que cette partie-là, j'ai plus de misère à le faire. Oui, le désherbage aussi se fait à la main. Oui, tout se fait à la main. Fait que ça, dans le fond, j'ai de l'aide pour le faire, mais je suis capable de le faire aussi, là, parce que je suis assez proche de la culture pour le voir. Puis j'ai pas le choix d'y aller avec mes mains pour le faire. Fait que je le touche, je le sais. Fait que ça aussi, je suis capable. Puis la taille aussi, toutes les tailles, les plants, il faut les tailler à chaque automne, un par un avec des petits sécateurs. Fait que ça aussi, je peux. Là. Fait que c'est adapté. Dans le fond, la limitation de cette production-là est la même pour tout le monde, là, que je vois clair ou pas. Là. Mm-hmm. C'est ça. Monsieur Pellerin, a-t-on manqué l'autocueillette? Oui, la saison est terminée là, cette année depuis le 14 juillet, là, le dimanche il y a 2 semaines. Mm-hmm. Puis là, dans le fond, nous, sinon, on va revenir, on va être au marché Godefroy, là, au pied du pont La Violette. Mm-hmm. Tout le mois d'octobre avec nos camerises congelées, puis on va aussi vendre notre thé glacé, là, qui a été bien populaire cet été. Oui, alors c'est ça, vous êtes dans la région de Trois-Rivières, on le sait. Oui, et puis donc, vous avez, c'est ça, planté quand même 4500 plants. Est-ce que ça veut dire que là, évidemment, de 4 variétés différentes, notamment, mais en fait, je veux dire, est-ce que vous pensez que ça va se développer encore davantage? Avez-vous de l'espace pour grossir finalement votre ferme? Oui, en fait, l'espace, c'est pas ça qui manque, là, parce que dans le fond, c'est sur les terres familiales. Donc, moi, je prends seulement un petit 2 hectares sur les 60. Là. Oh mon Dieu! Fait que c'est ça. C'est juste que là, il faut se poser la question parce que si on plante plus de camerises, plus de la même chose, là, ça va prendre
plus de main-d'œuvre, puis je vais être de moins en moins capable tout seul aussi. Ouais. Puis la main-d'œuvre, c'est quand même un enjeu important, là, spécialement en agriculture, mais dans d'autres domaines aussi. Là. Fait que là, pour l'instant, moi, je veux plus m'aligner vers la transformation. Ça me permettrait de travailler à l'année, de travailler de manière Tout plus à fait. uniforme, même les mois d'hiver. Ouais. Et puis là, après ça, là, dans le futur, on verra. Là, hein? Mais est-ce qu'il y a un grand potentiel de croissance? C'est-à-dire que est-ce que c'est un fruit qui peut effectivement, assez simple, justement pour la production, là, pas trop compliqué, pas trop de maladies, que finalement on peut penser qu'il va y avoir un développement de camerise là, dans les prochaines années? Oui, je vous dirais oui, parce que dans le fond, du côté là, de la régie des cultures, là, c'est une plante qui est bien adaptée à notre climat. Là. Les étés courts, les hivers froids, les gels tardifs, ça vient d'une plante indigène qui pousse dans les pays du Nord. Fait que de ce côté-là, oui, tout à fait bien adapté au Québec, mais c'est aussi du côté de la demande. C'est bien beau les faire pousser, mais il faut être capable de les vendre. Puis ça, c'est très encourageant parce que nous, on voit une grosse augmentation de la demande, puis de plus en plus, les gens connaissent la camerise, puis les gens, ils veulent en avoir, ils veulent venir cueillir. Fait que nous, la clientèle, là, elle va juste en augmentant, puis on est surpris à chaque année à quel point la croissance est bonne. Là. Fait que de ce côté-là, c'est très encourageant. Eh bien, est-ce que vous avez dû avoir de l'aide, à part celle de vos parents? D'abord, eux opéraient déjà, je pense, une ferme laitière, hein? Oui, mon père avait des vaches laitières, lui, il est la deuxième génération. Puis là, lui, il a vendu les vaches, là. Ça fait une quinzaine d'années, là. Il a eu un accident, puis là, il fait de la grande culture. OK. Puis là, dans le fond, moi, la ferme, c'est mon projet de relève. Puis les camerises, l'idée, c'était de densifier les revenus sans acheter plus de terre. Parce que ça aussi, c'est un enjeu en agriculture. Puis j'essayais de trouver une culture qui allait bien cadrer là, dans mon milieu, puis que j'allais être capable de m'en occuper aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi la camerise. Là. Ah, mais est-ce que vous aviez déjà goûté la camerise? Est-ce que vous aviez déjà un goût développé pour le fruit? En fait, là, quand j'étais dans ma recherche là, pour trouver ça allait être quoi mon projet de relève, j'ai exploré plusieurs avenues. Puis à ce moment-là, je connaissais pas la camerise, mais ça m'a été c'est venu à mon oreille, fait que j'étais allé voir des producteurs, j'ai fait des appels, j'ai été goûter, j'ai été m'informer. Puis c'est en m'informant, en y goûtant que je suis tombé en amour avec ce petit fruit-là. Là. Fait que le choix a été simple à partir du moment où j'y ai goûté, là, tu sais. Enfin, Benoît Pellerin, vous êtes un modèle de persévérance et puis de toute façon, vous vous êtes toujours finalement bien adapté à votre handicap, si on veut, là, d'une certaine façon. Vous vous êtes toujours débrouillé avec ça, mais quand même, ça a comporté bien des défis, même pour vos études. Oui, en fait, je dirais, moi j'ai fait un baccalauréat en communication. Puis, mais je vous dirais que le plus difficile pour moi, ça a été mon diplôme d'études collégiales en sciences nature parce que c'était des formules mathématiques au tableau. Puis là, tout ce que j'entendais dans les cours, c'était là, vous prenez ça, dérivé par ça, puis là, X sur vous l'envoyez de l'autre bord. Là, je comprenais rien parce que c'était des formules mathématiques. C'est sûr. J'ai fini par me débrouiller, mais après ça, mon bac en communication, tout ce qui était au tableau, c'était ce que l'enseignant disait. Fait que j'apprenais au même rythme que les autres, là, tu sais. Ouais. Ça, c'était moins compliqué. Donc, c'est ça. Ouais. Oui, continuez. Oui, je m'excuse. C'est ça. Puis là, j'avais commencé une maîtrise, puis là, je pouvais plus juste écouter au cours. Là. Ça, c'était des lectures, puis c'était des centaines de pages par semaine de lecture. Puis là, je pouvais plus faire semblant de juste écouter sans faire mes lectures. Puis là c'est là la fatigue oculaire, les migraines. À ce moment-là, j'étais plus capable de suivre. Là. Mais votre malvoyance, c'est de naissance? Oui, exactement. C'est ça. Puis dans le fond, ce qui explique, c'est que j'ai un problème de myopie, mais il y a aussi un problème dans le nerf optique. Fait que même si je mets les meilleures lunettes possibles, ça corrige jamais complètement le problème, là, en plus du reste. Là. Puis dans le fond, mon champ de vision, c'est à peu près la seule chose qui fonctionne super bien. Là. Mais sinon, le reste, ouais. J'ai entendu comme dans mon optométrie, ça disait ma vision est 20-200. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que dans le meilleur scénario possible, je vois 10 fois moins bien
qu'une personne normale, Je comprends. que le standard. Ouais. Mais vous savez, bon, quand on a comme ça une limitation, forcément, on développe nos autres sens. Alors, vous avez développé le goût avec, cette production de petits fruits. Alors, évidemment, c'est trop tard pour la récolte, c'est-à-dire pour l'autocueillette. Bien sûr, on se reprend, mais vous serez donc dans le bout du pont La Violette, vous dites, là, en fait, dans un marché, c'est ça? C'est le marché Godefroy, là, c'est au pied du pont La Violette, là, à 1 minute de Trois-Rivières. Puis on va être là, on va revenir tout le mois d'octobre là, avec nos produits congelés puis notre thé glacé. D'accord. Parce qu'en fait, aussi, est-ce que vous avez d'autres projets sur la ferme, là, plus dans l'esprit agro-touristique? Oui, ben là, en ce moment, là, il y a un autobus, ils appellent ça le trolley. C'est un autobus touristique, là, c'est comme où ils font une espèce de parcours dans la ville de toutes les attractions agrotouristiques. C'est toute une avant-midi, puis ils se promènent de ferme en ferme, de place en place, le vignoble, le marché, chez nous, tout ça. Puis, dans le fond, moi, je m'engage à faire une présentation d'environ 30 minutes, puis de présenter c'est quoi mon entreprise. Puis ça fonctionne bien, ça nous donne la visibilité. Mais sinon, là, nous, le prochain gros projet là, pour la ferme, ça va être une grosse salle de tri, un congélateur walk-in, puis une salle de transformation. Ça va être le gros projet. Une espèce de bâtisse multiservice, je pense. Exact. Moi qui est très gourmande, vous parlez de thé glacé, vous parlez de vente de petits fruits. À quand les tartes? Allez-vous en produire? Ben c'est ça, là. C'est dans les cartons, là. Puis là, dans le fond, c'est aussi une affaire de permis, puis d'accréditation, de cours à suivre, là, tu sais. On est là-dedans, là. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que moi, je veux vendre mes camerises congelées, mais ça me permet aussi des fois, là, les fruits qui sont un peu moins beaux ou qui sont déclassés, je suis capable de faire d'autres choses avec, tu sais, puis je suis capable de rentabiliser le plus possible ma production à ce moment-là. Ah. Alors, la ferme Missouri, on peut aller sur un site Internet pour avoir tous les détails? Notre page Facebook. On est sur Facebook, d'accord. Sur Facebook, parfait. Ferme Missouri, ouais. Alors, merci infiniment, Louis-Benoît Pellerin, c'est-à-dire d'être venu nous parler de votre nouvelle passion et puis de ce que vous faites. Vraiment, c'est un bel exemple aussi, puis un bel exemple de détermination, dis-je bien. Alors, passez une bonne journée et puis, c'est ça, passez un bon été. Bon, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir. Merci. Bonne journée. Bye.
Alors, c'est le temps de parler de ces fêtes de la Nouvelle-France à Québec. Et pour en parler, on va discuter avec Jérôme Deschênes, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez êtes, oui, très bien. Vous êtes le directeur de la programmation de ces fêtes de la Nouvelle-France qui en sont à leur 25e anniversaire. C'est le 27e cette année. Oui, effectivement, 27e anniversaire. Est-ce que j'ai dit 25? Tu as dit 25. Je m'excuse. J'avais pourtant bel et bien le chiffre 27 devant les yeux, mais j'ai dit 25. C'est des choses qui arrivent. Ça fait pas très longtemps non plus. Non, c'est ça, mais en fait, c'est ça, les fêtes ont démarré le 7 août 1997, pour être plus précise. Là. Alors voilà, ça s'installait dans le Vieux-Québec, effectivement. C'était le cadre idéal pour faire une réelle immersion au 17e et 18e siècle. Alors, cette année, il y aura, j'imagine, quelques nouveautés, mais parlez-nous de cette belle fête, en fait, parce que, évidemment, 27 ans, ça veut dire que ça a évolué beaucoup depuis. Effectivement, beaucoup. C'est une fête qui est très ancrée dans l'histoire, évidemment, du 17e, 18e siècle, de cette époque, en fait, où les gens se sont installés ici à Québec. Donc, c'est vraiment, c'est un événement qui est à la fois historique et festif. C'est quelque chose qui demeure dans la mission. Donc, on se donne vraiment une mission au niveau des Fêtes de la Nouvelle-France d'instruire, en fait, les gens, de les amener à la rencontre de l'histoire. Et dans les dernières années, on a évolué beaucoup vers quelque chose de très festif et d'intégrer les arts actuels pour parler de l'histoire de l'époque. Je te donne un exemple, par exemple, on a au Cabaret à Boisdon un endroit où on va avoir un balado. Un balado qui est présenté en direct. Tout le monde saillit. On va parler des complexes de l'époque de la Nouvelle-France, c'est très drôle, comparativement au complexe d'aujourd'hui. Mais on utilise l'art du balado pour parler d'histoire. Oui, c'est ça. Puis en fait, il y a plein d'activités comme ça. Évidemment, retour des géants. Ça, c'est cette espèce de marionnette qui déambule, ces marionnettes géantes qui déambulent à travers la ville. C'est quand même impressionnant toujours, hein? Effectivement, c'est le rassemblement des géants. Donc, les gens seront à la place de l'Assemblée nationale cette année à Québec. Donc, c'est toujours quelque chose de très, très impressionnant. Effectivement, on a nos 11 géants qui sont rassemblés sur un même site. Donc, c'est accessible gratuitement. C'est à proximité de notre site au Parc de l'Esplanade, de notre cœur de fête. Exact. Et ça, c'est une activité qui est accessible gratuitement. Absolument, oui. Puis Samuel de Champlain, qui est le plus grand des géants. Tout à fait. Effectivement. Alors, c'est sûr. Alors, mais cette année, la particularité, c'est qu'on a un tout nouveau jeu, là. Vous avez introduit, c'est ça, une sorte de jeu d'évasion. Effectivement, c'est une nouveauté cette année, c'est le sac à dos évasion. C'est un projet qui a été développé en collaboration avec l'Îlot des Palais. Donc, les gens se présentent à l'Îlot des Palais, peuvent s'acheter un sac à dos. Donc, c'est un sac à dos au coût de 50$ qui permet aux gens de partir à l'aventure dans le Vieux-Québec et de découvrir l'histoire de l'époque de la Nouvelle-France, les artefacts de l'époque, mais aussi, évidemment, l'histoire de l'îlot des Palais. Donc, c'est un peu à la mode jeu d'évasion dans une salle ou quelque chose comme ça, mais cette fois-ci, les cadenas sont à l'intérieur du sac à dos. Donc, les gens partent avec leur sac à dos, avec des indices, avec une carte, et vont pouvoir déchiffrer tout ça et progresser dans l'aventure, en fait, en ouvrant les cadenas qui sont en même le sac. Exactement, oui. Vous parlez d'une multitude d'activités, justement. Vous venez de parler de sac à dos, évasion, mais la Nuit des Traîtres, présentée par Nouveau, qu'est-ce que c'est? C'est une autre nouveauté cette année. Donc, c'est un jeu qui est inspiré du populaire jeu Loup-garou. Donc, un jeu de table où les gens vont avoir à démasquer les traîtres qui vont se retrouver dans leur groupe. Donc, c'est vraiment un jeu de rôle où les gens vont se faire attitrer un personnage au début de chacune des parties. Ça se déroule au Cercle de la Garnison. Il y aura un maître de jeu et tous les personnages sont tirés de l'époque de la Nouvelle-France. Donc, on va se retrouver sur la place publique ou lors d'une traversée entre la France et la Nouvelle-France et on va inviter les gens, en fait, à l'intérieur de leur groupe à démasquer les traîtres. Alors donc, voilà une des activités, entre autres, soirée d'humour aussi, avec une sorte de bien cuit sur les personnages historiques. Ça, c'est amusant comme idée. Effectivement. Donc, l'idée étant de s'amuser, de trouver des faits inusités sur différents personnages de l'histoire. Donc, les gens viennent en apprendre sur l'histoire, mais on s'amuse aux dépens des personnages historiques. Je pense au roi Louis XIV qui ne m'échappera pas. Et c'est assurément, on a aussi Wolfe qui va
assurément fait partie de quelques plaisanteries lors de cette soirée. Oui. Alors, évidemment, puis il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour les enfants aussi. Bien sûr, ça, c'est la famille est toujours au centre, bien sûr, des préoccupations. Puis, il y a les touristes aussi qui s'intéressent toujours à ce genre d'activité. C'est vraiment le cadre, comme je le disais, parfait. Et puis, il y a également, oui, je voulais juste revenir sur le fameux parcours, là, l'espèce de chasse au trésor, ou enfin, du moins, ce nouveau jeu d'évasion, parce qu'il y a deux parcours en fonction de l'âge. Il y a le parcours qui pour les archéologues aguerris, parce qu'en fait, on va en apprendre davantage à travers le jeu. On va en apprendre davantage sur l'archéologie et l'histoire de l'îlot des Palais. Exactement. Donc, on a deux parcours. On a une version plus courte qui est de 1h30, 1h45, les gens vont vivre, c'est essentiellement la même expérience pour la première partie du parcours, sauf que pour les gens qui veulent vraiment profiter de l'expérience complète et qui ont envie de marcher aussi, parce qu'on rajoute quand même presque 1 heure à l'expérience, donc c'est à peu près un 2h30 qu'on propose avec le parcours d'archéologue aguerri. Oui, c'est ça. Il y a une offre gourmande, ça, faut jamais l'oublier. Ça fait partie d'eux. Tout à fait. On parlait d'un côté historique et festif. Ça vient du côté festif au niveau de l'offre gourmande. Donc, on essaie, effectivement, on a plusieurs kiosques. On a notre traditionnel pilon de dindon qui est disponible à notre barbecue géant extérieur. On a également aussi la tablée du roi, qui est une nouveauté qu'on a lancée l'an passé, qui est de retour cette année. Donc, c'est vraiment inspiré d'une grande tablée. Les gens vont venir en apprendre sur l'histoire, participer à des activités interactives, des choses comme ça, mais aussi de pouvoir profiter d'une boîte gourmande. Donc, la tablée du roi, ça se déroule le samedi 3 août. C'est au parc Montmorency. C'est un lieu enchanteur avec une vue sur le fleuve, tout ça. Donc, c'est vraiment une belle activité qui est proposée. Et vous parliez, du fameux cabaret, mais en fait, apparemment que cette année, là, ça va être une programmation encore un petit peu plus osée et grivoise. Effectivement, donc on parlait du balado où on parle des complexes. C'est amené avec humour, avec petit côté noir évidemment là-dessus. Également le bien cuit de la Nouvelle-France qui est toujours petit côté osé dans les bien cuits assurément. On a une soirée burlesque qui est présentée le samedi soir, puis on a aussi on a en fait les veillées à Boivin. C'est un chansonnier, un habitué des fêtes qui est là chaque année, donc il va de chansons à répondre très grivoises d'époque. J'aime le très grivois. Très grivois, exactement. Mais ça, public averti. Ouais, mais ça fait partie enfin, quand vous savez, on nous montre toujours des scènes de films, justement, un peu comme ça, dans les cabarets, là, finalement, de l'époque de la Nouvelle-France. Et puis, bon, ça s'amuse bien, quoi. Et puis, mais il y a un concours de costumes, ça, évidemment, c'est toujours l'aspect intéressant parce que on voit beaucoup déambuler des personnages, des gens costumés, mais il y a un concours également. Effectivement, chaque année, on a il y a beaucoup de gens qui viennent costumés. C'est pas obligatoire d'être costumé pour venir au Fête de la Nouvelle-France. Non, bien sûr. Non, je me permets de le mentionner. Mais c'est pas exclu. Mais on invite les gens qui ont envie de le faire à le faire tout au long des fêtes en venant sur nos sites. Mais à chaque année, il y a des gens qui se surpassent au niveau de leurs costumes, qui font des créations uniques pour chacune des présentations de l'événement. Donc cette année, on a décidé de présenter un concours de costumes qui va avoir lieu le dimanche matin, le 4 août, dans l'auberge du Corsaire. Donc c'est à cet endroit-là que ça va se passer. Et est-ce qu'on devine qui sera l'animatrice? C'est Barbada. Ça sera très coloré, assurément, au niveau de l'animation. Ça sera festif. On est très content que Barbada ait accepté l'invitation. Dites-moi, les sites sont-ils accessibles pour les personnes à mobilité réduite? Oui, effectivement. Nos sites sont accessibles. On s'assure d'avoir des rampes d'accès qui sont installées. On a aussi un ascenseur qui est disposé pour la nuit des traites pour accéder aussi aux conférences qui sont aussi présentées au Cercle de la Grande Zone. On a un gros volet de conférences cette année à ce niveau-là. Également, évidemment, il y a certaines activités où on suggère d'être accompagné avec un accompagnateur. Je pense notamment à la chasse au trésor, le sac à dos évasion, puisqu'on se promène dans les rues du Vieux-Québec. Donc, ça va être un peu chaoteuse à l'occasion. Oui, bien sûr. Donc, il faut faire... c'est suggéré d'avoir un accompagnateur. Et l'accompagnateur, évidemment, il n'y a aucun frais pour l'entrée.
Tout à fait. Et voilà. D'accord. En plus de ça, il y a des coupes de cheveux gratuites par en fait, des barbiers. Est-ce qu'on nous fait une coupe digne de la Nouvelle-France ou quoi? C'est une coupe actuelle au niveau de l'expérience du kiosque Crown pour les coupes, mais cela dit, tout juste à côté, on a un animateur historique qui est un barbier chirurgien. Parce qu'à l'époque, on était à la fois barbier et chirurgien. On faisait tout. Pouvoir contextualiser un peu le métier à très l'époque. Drôle. Alors, à cela s'ajoutent des conférences, enfin, des démonstrations et tout, enfin. Et puis, c'est ça. Donc, il y a la passe historique, là, qui nous fait profiter de rabais, bien sûr. Et puis, la course, le jeu d'évasion, je pense que ça va être jusqu'à la fin d'octobre, hein? Effectivement. Donc, on a déjà des activités qui sont en cours présentement. La chasse au trésor TD, qui est on a 3 quêtes qui sont situées dans le Vieux-Québec où les gens avec le médaillon des fêtes, qui est un médaillon d'écripteur qui permet de participer à la chasse au trésor, qui est aussi la passe historique dont vous venez de faire mention. Oui, alors, ça, c'est en cours dès maintenant jusqu'à la fin des fêtes. Et oui, le sac à dos, c'est aussi disponible au 31 octobre. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Alors, c'est un plaisir. Puis, je vous souhaite du 1er au 4 août, c'est les fêtes de la Nouvelle-France. Merci infiniment. Et puis, merci, passe une belle journée. D'accord. C'est tout, Nathalie. On se retrouve demain avec Claudine. Claudine Desrochers. Claudine Desrochers. Tout à fait. Demain, entre midi et 13h. Aime l'été. Au revoir, tout le monde.